Bonjour à tous, je suis Patrick Hamon, société donc Estimancy, et c'est moi qui vais animer ce webinaire sur les points de fonction et le sourcing IT. La durée du voyage est d'environ 1 heure, pendant laquelle il y aura une partie un peu théorique sur les bonnes pratiques concernant le sourcing et en s'appuyant sur les points de fonction en particulier. Et j'en profiterai également pour vous montrer ce que permet de faire Estimancy dans ce genre de contexte. En 2 mots, Estimancy, nous sommes éditeurs de logiciels et nous proposons une solution qui permet de calculer et contrôler automatiquement les coûts des projets logiciels. C'est notre cœur de métier, c'est notre objectif. Du logiciel, il y en a de plus en plus. Il y a à peu près 120 millions de projets logiciels tous les ans sur la planète, avec une augmentation de 12% par an. Donc, il y en a de plus en plus, il y en a des t-shirts, des voitures, maintenant partout. Et ce qui est assez surprenant, c'est que 99% des chefs de projet ne connaissent pas la mesure logicielle. C'est comme si les architectes ne connaissaient pas le maître. Comment établir un budget, comment objectiver une productivité sans mesurer la quantité produite. La mesure logicielle, ça consiste à mesurer la quantité produite. Et donc on va largement en parler puisque la mesure logicielle, vous le savez sans doute, c'est la mesure qui permet de quantifier un nombre de points de fonction. Alors l'offre Estimancy en fait s'articule sur 4 axes. Donc avec comme préoccupation calculer, contrôler automatiquement les coûts des projets logiciels. 4 axes donc dans notre offre. Tout ce qui est industrialiser le processus de mesure et d'estimation. Donc une entreprise qui voudrait, pour ses besoins propres, bien outiller, essayer d'automatiser au maximum tout ce qui est mesure de logiciel, tout ce qui est processus d'estimation des coûts et du délai des projets. Deuxième axe, sous-traiter au forfait et gérer les devis des fournisseurs. Donc là, on est vraiment dans le sujet du sourcing. Une entreprise qui veut négocier, je dirais, sur la base de composants forfaitaires, tout ce qui est développement logiciel, eh bien, comment Estimancy permet de le faire. Les points 3 et 4 sont mesure estimation de projet à la demande. Si vous avez un projet qui démarre, vous n'avez pas forcément le temps ni les ressources pour faire une mesure et ou une estimation, eh bien, vous pouvez nous le demander, on sera heureux de le faire pour vous. Et enfin, 4e axe, c'est tout ce qui est la formation, et en particulier de l'e-learning, pour aider les chefs de projet, les développeurs à acquérir des compétences en matière de mesure et d'estimation de projet. Il y a un premier module qui est l'e-learning qui est disponible, et on va en rajouter prochainement en approfondissant les différents sujets relatifs à la mesure et l'estimation. Pendant cette présentation, je vais parler de normes et standards, je vais parler de démarches de sourcing IT avec les points de fonction, je parlerai rapidement de la plateforme, Estimancy, et enfin une rapide démo. Normes et standards, on va parler juste un rappel qui me semble toujours important, sur lequel il faut insister, c'est qu'un effort, d'une manière générale, se calcule en faisant un ratio entre une quantité à produire et une vitesse de production. C'est vrai que l'on tonde une pelouse, donc la surface à tondre, c'est la quantité, la vitesse, c'est la vitesse de tonte. C'est vrai pour un transport, c'est vrai également pour le développement de logiciels. Donc le transport, ça sera la distance à parcourir, et le logiciel sera la quantité de logiciel à produire et la vitesse de développement. Et il est essentiel de bien séparer ces deux entités. Il faut qu'elles soient totalement indépendantes. Il ne faut pas que la vitesse dépende de la quantité. Donc, dans la vitesse, on va trouver des éléments de type technologie, expérience, des choses comme ça. Par exemple, pour la tondeuse, vous irez moins vite avec une tondeuse à lapin qu'avec un tracteur, vous irez moins vite en vélo qu'en avion, et vous irez moins vite en assembleur qu'en Java. Ok? Donc, c'est très important, c'est bien distinguer les deux entités, quantité et vitesse. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que quand on parle de logiciel, en fait, on a généralement deux approches possibles, la mesure technique ou la mesure fonctionnelle. La mesure technique, on va parler de lignes de code, de nombre de programmes, de modules, d'états, d'écrans, de classes, enfin tout un ensemble de choses qui consistent à identifier dans le logiciel des composants, mais qui sont très techniques. Ils sont tellement techniques qu'ils sont dépendants de la technologie.
Et donc là, on voit que à partir du moment où c'est dépendant de la technologie, c'est-à-dire la quantité va dépendre de la technologie et donc de la vitesse. En Java, le nombre de lignes de code ne sera pas le même qu'en assembleur. Et donc, pour une taille de logiciel, c'est un peu choquant quelque part. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la mesure fonctionnelle. On va quantifier la taille de la demande de l'utilisateur, du client. Et ça, quelle que soit la technologie. Donc c'est cette approche-là qui est notamment portée par les points de fonction et qu'il faut, enfin que nous recommandons, même s'il ne faut pas l'opposer forcément à la mesure technique. Alors, si on regarde le cycle de vie d'un projet, symbolisé ici, besoin, spec, etc., eh bien, lorsqu'on est en phase amont d'un projet, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Généralement, on s'appuie sur une classification du projet par taille. C'est un petit projet, un moyen projet, un grand projet. On peut utiliser la technique des tailles de t-shirt ou même procéder par comparaison avec des projets passés. Et puis, lorsqu'on commence à avoir des informations écrites, eh bien, on va pouvoir se pencher sur la taille fonctionnelle. Et ça, pendant tout le cycle de vie. Alors que la taille technique, en fait, on devra attendre d'avoir commencé à coder, finalement, pour pouvoir identifier des lignes de code et des choses comme ça. Donc, c'est déjà très tard, si vous voulez, dans le cycle de vie des projets. Et donc, ça, c'est aussi une des faiblesses de la mesure de la taille technique par rapport à la mesure fonctionnelle. Donc, la mesure de la taille fonctionnelle, ce sont des points de fonction, c'est une norme ISO. Ça nécessite un apprentissage, et donc ça consiste à lire des specs et puis à dire, ben voilà, dans ces specs, représente une taille fonctionnelle, mettons, de 300 points de fonction. Il y a deux grandes normes qui se dessinent. La première, c'est IFPUG, qui est la plus connue. Il y en a une autre qui s'appelle COSMIC, qui est, on va dire, davantage utilisée dans le monde du temps réel, logiciel embarqué, etc. Dans la première, dans IFPUG, vous avez 5 types d'éléments, ce qu'on appelle les EI, ce sont des entrées, les EO, les sorties, les EQ, des requêtes, et puis des données externes, des données internes. Dans Cosmic, vous avez des entrées, des sorties, des lectures, des écritures. Donc 4 composants. Alors, un exemple, vous avez une exigence qui serait l'utilisateur doit se connecter à l'application par un login et un mot de passe. Ici, c'est ce qu'on appelle une requête, parce qu'on va juste vérifier que la donnée saisie par l'utilisateur correspond à une donnée autorisée. Deuxième chose, c'est l'utilisateur peut saisir la commande du client avec l'ensemble des produits commandés, la date et la catégorie, c'est une entrée. Et dernier exemple, l'application transmet des données à l'application comptabilité, numéro client, montant commandé, etc. Et bien, on est sur une sortie. Donc, les points de fonction, c'est une norme ISO. Ça va permettre de mesurer la taille du logiciel. C'est mondialement utilisé et je dirais même qu'en France, on est plutôt en retard. Ça permet de faire de l'estimation de projet, des coûts, des délais de développement, et sortir des indicateurs comme le nombre d'euros par point de fonction en développement et en maintenance. Ça va permettre de travailler sur le pilotage, des mesures d'avancement, la quantité de points de fonction livrés par rapport à un total, la qualité, le nombre de bugs par point de fonction, quantité de documentation, etc. Ça va permettre également de faire du benchmarking, de comparer les sous-traitants, faire des mesures de productivité et autre chose. Alors, sourcing. Donc, le principe du sourcing, enfin, ce que souhaitent généralement les entreprises qui font du sourcing, c'est de faire du développement logiciel sur la base de prix forfaitaires. Okay. Et force est de constater, c'est que si vous interrogez des entreprises, 99% d'entre elles disent qu'elles ne sont pas sûres de payer le bon prix, le vrai prix. Et elles ont toujours peur des avenants abusifs, c'est-à-dire que les entreprises ont cassé les prix pour prendre un marché et puis se rattrapent sur les avenants, qui ne manquent pas d'arriver. Alors, tout ce qui suit, donc on rentre dans le sujet de sourcing IT et des points de fonction. Ça s'appuie sur un article, enfin un livre blanc que l'on propose qui s'appelle Démarche de sourcing IT et que vous pouvez me demander et vous télécharger sur notre site web. Donc
cette présentation est un résumé finalement de ce qui est écrit dans ce livre blanc. Et je ne vais pas insister sur tous les points, mais sur certains points dans lesquels, je dirais, les points de fonction ont une importance particulière. Une démarche de sourcing, en fait, c'est une dizaine d'étapes. La première, c'est définir la stratégie de sourcing. Effectivement, se mettre d'accord sur ce qu'on veut. C'est essentiel, ça permet de bien cadrer des choses. Deuxième étape, mettre en place une équipe projet. Ensuite, collecter et vérifier les informations de données de contractualisation. Faire une présélection des fournisseurs. Lancer les appels d'offres. Faire l'analyse des réponses. Négocier le contrat. Faire un planning de transformation et de transition. Mettre en place la gouvernance et exécuter le contrat. Voilà les 10 grandes étapes par lesquelles se mène une démarche de sourcing. C'est quelque chose qui prend du temps, de l'ordre de 1 an et demi. Donc voilà, il faut travailler assez tôt sur ce sujet. Pour réussir, un accord d'outsourcing doit permettre d'augmenter la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble. Et ça peut être atteint que si les objectifs stratégiques sont identifiés. Qui sont compris, qui sont partagés et qui sont bien utilisés pour bâtir la démarche d'outsourcing. Donc, la stratégie de sourcing doit adresser les points suivants. Donc, il faut savoir définir le secteur technologique. Si on considère que le développement, la TMA, certaines applications, certaines technologies, quel type de modèle? Est-ce que c'est internalisé, externalisé? Est-ce qu'il y aura un ou plusieurs fournisseurs, éventuellement un intégrateur? Est-ce que la dimension géographique? Est-ce que c'est une approche globale, régionale, locale? Les objectifs commerciaux? Est-ce que c'est des objectifs de réduction des coûts, d'augmentation de la capacité, d'agilité? Et enfin, un principe de déploiement, est-ce qu'on va faire une phase Big Bang ou alors petit à petit? Okay. Et comment la transition entre deux fournisseurs sera-t-elle gérée? C'est-à-dire que si vous avez déjà des sous-traitants qui vont devoir passer à la main, comment on gère cette transition? Donc la stratégie devrait s'appuyer sur une évaluation de la capacité de la maturité de l'organisation du point de vue interne, est-ce que l'entreprise est capable, qu'externe, et que font les acteurs comparables du marché, mais également du point de vue des fournisseurs. Est-ce que la stratégie que vous souhaitez est en phase avec les fournisseurs du marché? Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc la définition de la stratégie, c'est vraiment un investissement important qui va nécessiter des ressources et du temps, mais qu'il ne faut absolument pas sacrifier. Il faut mobiliser les parties prenantes, ça va conditionner la qualité de la réflexion stratégique et le succès du projet. Donc c'est essentiel de prendre le temps nécessaire à l'établissement de cette stratégie. Alors on peut, pour mener cette stratégie, s'appuyer sur une approche de type balance scorecard, qui, vous savez peut-être, qui est le résultat des travaux de Kaplan et Norton. En gros, une stratégie, selon eux, se définit en ayant des objectifs financiers qui seront atteints si on atteint des objectifs clients, qui seront atteints si on se définit des objectifs de processus, et qui seront atteints si on fait la transformation, la formation des employés. Et donc, il y a une temporalité à prendre en compte. Si on souhaite augmenter la profitabilité, il faudra peut-être passer, par exemple, par une phase de maîtrise des coûts et de diminution des risques sur les coûts et des projets logiciels. Ceci nécessitant donc de fiabiliser auparavant les projets. Comment fiabiliser les projets? Peut-être en étant plus agile, en étant capable de s'adapter aux priorités, aller plus vite, mais également d'outsourcer les développements logiciels et les ATMA sur les bases de points de fonction, par exemple. Et puis voilà, on descend les choses, donc objectiver les coûts des demandes de travaux, objectiver et améliorer la qualité, définir un contrat de outsourcing basé sur les points de fonction, apprendre à mesurer l'estimation de produits logiciels. Et donc, on est parti du haut vers le bas, mais après, ça va se dérouler du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on va apprendre les gens à faire la mesure logicielle, construire le contrat, mais voilà. Donc, on a défini la carte stratégique, généralement de haut en bas, et après on va la dérouler de bas en haut. Okay. Donc c'est juste pour ceux qui se posent la question de comment définir une stratégie, voilà, le balance scorecard permet de le faire et c'est un outil assez intéressant. Deuxième étape de la démarche, mettre en place une équipe projet. C'est vrai que là, l'équipe devra avoir pour objectif de
faire en sorte que les délais soient respectés, que le budget soit respecté, que mesurer l'analyse de rentabilité, faire des gestions des changements, hein, quand il y a des changements d'exigence, faire des arbitrages, négocier un contrat win-win, évaluer les forces et faiblesses des fournisseurs. Donc cette équipe projet va devoir être présente quasiment pendant toute la durée du contrat. Et pour cela, les rôles essentiels requis pour le processus de sourcing, en fait, c'est avoir un gestionnaire du programme, avoir un responsable et donc une équipe juridique et contractuelle, une équipe, tout ce qui est équipe commerciale, donc qui va négocier le contrat en fonction des objectifs stratégiques, un responsable d'équipe technique, tout ce qui est service delivery, un responsable de la collecte des données d'analyse. Alors, si jamais dans la démarche, vous souhaitez vous appuyer sur les points de fonction, bien, il faut un expert point de fonction en support transverse. Okay. Collecte et vérification des données pour la contractualisation. Là, il s'agit vraiment de, sans doute, c'est dans une étape clé pour le succès du programme d'outsourcing. Plus il y aura d'informations collectées, vérifiées, validées, partagées, plus les exigences seront compréhensibles pour le fournisseur. Le fournisseur a besoin de connaître en détail l'environnement qu'il va devoir gérer. C'est essentiel pour lui. Donc, des exemples de données à collecter qui doivent être en phase avec vos objectifs, évidemment, stratégiques intermédiaires. Donc, il faut être capable de décrire l'environnement géré, donc la liste des sites par catégorie, le service delivery pour chaque site, incluant le volume, la base de données des actifs, incluant le type, l'âge et la valeur comptable, quand il s'agit de matériel ou même d'applications, le processus de gestion des services et les procédures opératoires, les performances pour les différents services, le volume d'incidents. Bon, voilà, tout un ensemble de choses qui peuvent être importantes. En ce qui concerne les points de fonction, il serait nécessaire d'identifier les applications à notre périmètre et de collecter les coûts sur deux axes, tout ce qui est maintenance corrective et tout ce qui est évolution. Donc maintenance corrective, souvent c'est exprimé sous forme d'un montant forfaitaire en fonction d'une capacité estimée. C'est-à-dire qu'on dit on va mettre 2 personnes pour la NCO, pour avoir une approche différente consistant à travailler sur en point de fonction, hein, en traitant les petites évolutions, mais c'est un sujet particulier là-dessus. Enfin, en deux mots, sur les cas des petites évolutions, les points de fonction ne sont pas toujours très adaptés. Il peut y avoir un décalage important entre l'effort demandé par une petite évolution et sa taille en point de fonction. Et pour réconcilier les efforts et la taille, ce qu'on suggère, c'est de regrouper toutes les petites évolutions dans un ensemble dans lequel l'effet statistique sera retrouvé. C'est-à-dire que, sur une petite évolution, on va perdre, mais sur la suivante, on va gagner, enfin, en tout cas le fournisseur ou le client, bien sûr. Et donc, mais bon, si on les regroupe, on retrouvera l'effet statistique qui fait que ça fonctionne. Ça peut fonctionner également pour les projets agiles. Hein. Il faut éviter d'opposer les projets agiles et les points de fonction. L'équipe agile utilise des story points, certes, tandis que le gestionnaire établit son budget en point de fonction. Il peut faire un point de facturation également en point de fonction. Donc, ce n'est pas du tout incompatible avec la sous-traitance du projet agile. Phase de présélection des fournisseurs. Bon, donc on qualifie les fournisseurs potentiels en fonction de leur capacité, les références, leur présence géographique, l'historique, enfin bon, tout un ensemble de choses. Je passe assez vite là-dessus. Par contre, pour ce qui concerne la partie développement et maintenance des applications, il faudrait par contre fournir les éléments suivants. Hein, une capacité humaine, staffing nécessaire. Dire, ben voilà, nous on a besoin de tel staffing, donner des informations sur la taille des applications, si vous les avez, en point de fonction, la qualité actuelle et celle attendue, donc un nombre de défauts par point de fonction, un nombre de demandes par application, une taille des demandes, les délais moyens de traitement attendus et le circuit de validation des demandes. Si vous savez documenter tous ces éléments, eh bien, vous aurez mettre en situation d'avoir quelque chose de solide avec votre fournisseur. Phase ensuite d'appel d'offres. Donc, le processus d'appel d'offres a pour objectif d'évaluer le ou les fournisseurs préférentiels, les solutions qu'ils proposent, et cela le plus objectivement possible. Donc, plus les exigences et les objectifs seront clairs, plus le contrat sera solide. Donc,
il s'agit pour le donneur d'ordre de définir ce qui est attendu et non pas comment cela doit être fait. Le quoi, c'est bien la responsabilité du client, le comment, c'est celle du fournisseur. Donc, il ne faut surtout pas dire comment ils doivent travailler. Donc les exigences devront être définies selon différents axes dans l'appel d'offres. Donc le périmètre et la nature des services, le développement, TMA, test d'intégration, conception, enfin tous les services que vous pourriez avoir, et l'architecture technologique, les modèles de services délivrés, les SLA, les modèles de gouvernance, enfin tout ce qui va être vos souhaits, vos exigences relativement dans l'appel d'offres. Alors, les points de fonction permettront de comparer objectivement les offres si les informations suivantes sont demandées. C'est-à-dire que si vous demandez des prix par point de fonction, en fonction de la technologie, de la localisation, vous pourrez comparer les offres, ce que vous ne pourrez pas faire si vous avez des prix pour un composant 1, pour un écran, sachant que l'écran de Atos ne sera pas le même que celui lui-même. Donc, alors avec la mesure en point de fonction, c'est une mesure normalisée, et donc vous avez un prix par mètre carré et vous pouvez comparer les prix des différents fournisseurs potentiels. De même avec la performance de qualité, la vitesse de livraison, etc. Okay, et ça permet également d'évaluer la maturité de l'organisation, enfin du fournisseur, sur ces sujets de mesure logicielle. Analyse des réponses. Donc une fois qu'on a reçu les réponses, eh bien, on va pouvoir, d'abord, avant l'ouverture des réponses, l'équipe en charge de l'analyse devra avoir défini des critères de choix et des poids pour chaque critère dans la note finale. Donc l'évaluation des fournisseurs doit porter sur l'innovation, les aspects commerciaux, les services proposés, la qualité, la technique, les garanties de service et les risques. Voilà, tous les points qui sont importants. Donc on va avoir une évaluation quantitative, une évaluation qualitative, une analyse commerciale, les retours des clients, les retours externes des marchés. Voilà. Et si bien sûr tout ça c'est à des moments qui s'y prêtent, vous avez des points de fonction, ben vous aurez vraiment la capacité à faire une évaluation très objective. Alors, planifier une transformation et une transition, il n'est jamais trop tôt pour planifier la transformation. Il ne faut surtout pas attendre que le contrat soit signé pour mettre en œuvre un processus de transition. C'est essentiel. Donc le fournisseur lui-même doit proposer un plan de transition et de transformation détaillé, et celui-ci doit être revu et validé par les parties prenantes du client qui devront s'assurer qu'il est réalisable chez eux. Cela doit en particulier prendre en compte le planning de transition en cas de remplacement de sous-traitant. C'est une problématique particulière parce qu'un sous-traitant est remplacé par un autre. Les processus de transition décrits doivent permettre aux clients d'engager les ressources nécessaires aussitôt la signature effective afin de conserver l'esprit du processus de négociation. Il ne faut pas qu'il y ait une phase de trou noir entre la signature et le démarrage. Les phases de transition sont sous la responsabilité du client, même si c'est bien le fournisseur qui est en charge de l'exécution. Évidemment, c'est pas le fournisseur, le nouveau fournisseur n'a pas de pouvoir sur l'organisation interne ni sur les fournisseurs existants. Si la mesure en point de fonction n'est pas encore utilisée dans l'organisation, il faudra mettre en place avant le démarrage du programme de sourcing afin de prendre le temps de se familiariser avec cette technique. Mise en place de gouvernance, bon, je vais passer assez vite, il faut définir une structure, enfin bon, je pourrais vous envoyer les transparences si vous le souhaitez, donc définir en place une structure de gouvernance, suivre et rendre compte de l'état des obligations contractuelles, mesurer et analyser la performance des services, etc. Encore une fois, les points de fonction fourniront un certain nombre de données utiles pour la gouvernance et la mesure de la performance du contrat de sourcing. Exécution du contrat. Une cellule de support au point de fonction devra être mise en place. Sa mission sera multiple. Former, sensibiliser les chefs de projet, faire du support à l'utilisation du catalogue fonctionnel, autrement dit le catalogue de composants sur lesquels seront bâtis les tarifs, arbitrer les devis, maintenir le référentiel de mesure, produire des indicateurs de performance. Et donc, quelques indicateurs de performance que vous pouvez mettre en place à l'occasion d'un sourcing, si vous utilisez des points de fonction, bien
des mesures de vitesse de livraison, un prix par point de fonction, mesures de qualité, de documentation, de maintenance, coût de maintenance, de tests et de délai. Ces indicateurs pourront être déclinés par technologie, par localisation, etc. Attention à ne pas produire trop d'indicateurs, ils doivent avant tout permettre de mesurer l'atteinte des objectifs définis dans la stratégie. Alors, j'ai conscience d'être allé assez vite. Si vous avez des questions, je vous le redis, vous pouvez me les poser par la fenêtre de chat. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. Je vais poursuivre sur la plateforme. Alors, comment tout ça va être implémenté dans Estimancy? Okay. Alors, quelques rappels donc, sur les objectifs des donneurs d'ordre, qui est une synthèse finalement de ce que j'ai dit auparavant, mais dit différemment, c'est parmi les objectifs fréquemment rencontrés, c'est de pouvoir comparer et de challenger les fournisseurs. Donc, d'objectiver les coûts et la qualité des livrables. C'est de garantir le respect du contrat. Est-ce que le devis suit les prix, les clauses négociées comme les gains de productivité? Est-ce que vous avez souvent dans un contrat de sourcing des gains de productivité, c'est-à-dire que la première année, ils découvrent, ils sont à un niveau de productivité, mais ils doivent généralement gagner en productivité des années N+1, N+2, N+3. Encore faut-il que tout ça se retrouve dans les devis de manière automatique. On ne se pose pas de questions. Alors, industrialiser la gestion des devis, alors je ne sais pas comment, le terme devis, en fait, c'est des propositions. Lorsque vous faites une demande à votre fournisseur, hein, si vous avez une nouvelle demande d'évolution d'une application, et vous transmettez la demande, le fournisseur va faire le devis conformément au contrat établi. Bon, il s'agit de ne pas tomber dans des excellleries inutiles. Donc, vous allez voir que va très vite atteindre un volume de devis qui dépasse les centaines, voire les milliers. Je parlerai de la SNCF tout à l'heure, on est entre 10 et 20 000 devis par an. Contractualiser sur la base de composants forfaitaires, définir des composants compréhensibles pour être contrôlés par de non-informaticiens. Alors, j'ai un petit message. J'ai fait une petite interruption pour répondre au petit message. Vous indiquez que les PF deviennent pertinents si l'effet statistique peut jouer pour la problématique du MCO. Qu'entendez-vous par là? Ah oui, effectivement, on va revenir sur ce point-là. En fait, les points de fonction, comme tout système basé sur des composants, sont basés sur des effets statistiques. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un composant de type une entrée. Bon, il y a 3 niveaux, simple, moyen, complexe, avec des poids au point de fonction. Une entrée simple, c'est 3 points de fonction. Une entrée moyenne, c'est 4 points de fonction. Une entrée complexe, c'est 6 points de fonction. Ça correspond finalement à un effort moyen de production. Mais si on regarde des petites évolutions, on va travailler sur quelque chose qui est inférieur à 20 points de fonction. Et là, on peut avoir des écarts d'effort. Je vais prendre un exemple. Dans le monde du bâtiment, on parle souvent d'un prix au mètre carré. Pour autant, vous regardez le prix du mètre carré d'un toilette, eh bien, il est plus élevé que celui d'un salon. Pourquoi? Parce que dans un salon, vous allez avoir un salon de 30 mètres carrés, donc des murs tout autour, un toilette, vous allez avoir 2 mètres carrés avec des murs tout autour. Donc le coût de construction de ce mètre carré est plus élevé que celui du salon. Okay, donc c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si on regarde des petits travaux individuellement, il peut y avoir des écarts, mais l'effet de volume fait que ces écarts se compensent. Et c'est la même chose pour les petites évolutions, donc il faut être conscient de cela. Donc il y a une première approche qui dit on fait un package petites évolutions et on sait que ok, on va perdre dans un cas mais gagner dans l'autre, donc au bout du compte finalement tout le monde s'y retrouve. Ou bien on peut rentrer dans la définition de composants de plus petit niveau, mais ça a un coût de formation, ça a un coût qui fait qu'on ne résout pas tous les cas. Donc voilà, il y a plusieurs approches possibles là-dessus. J'espère avoir répondu correctement à la question. Je vais revenir sur mon slide. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de contractualiser sur la base de composants forfaitaires. On ne peut pas contractualiser sur l'ensemble du projet au forfait. On le sait parce qu'il y a toujours des changements. Par contre, si on sait contractualiser sur des composants et qu'on sait à l'avance que si je rajoute une entrée, une sortie ou une requête, eh bien, de toute façon, on connaît le prix et on sait ce que ça veut dire, une entrée, une sortie, une requête, bon, ben, finalement, on est satisfait. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel les entreprises sont très, très attachées.
Alors, donc quand on va avoir le contrat, il va falloir l'implémenter dans Estimancy. Donc on va avoir des IHM de saisie, par exemple, alors, ou des points de fonction, un nombre d'écrans. Donc un IHM de saisie, sa complexité va par exemple être définie en fonction d'un nombre d'écrans, d'un nombre de champs, de règles de gestion et autres. Les points de fonction, il y a des règles derrière qui permettent de définir la complexité. Par contre, pour d'autres services, par exemple, des spécifications, d'audit, etc., on sera plus souvent dans le déclaratif, c'est-à-dire qu'on va avoir une mission de 10 jours de spécification. Okay. Donc on n'aura pas de mesure logicielle réellement permettant d'objectiver les choses. On sera obligé de raisonner finalement en journée de travail. On va avoir des opérations à prendre en compte, parce que c'est pas tout. Une IHM de saisie, elle peut être en création, en suppression, en modification, en duplication. On va avoir à prendre en compte, surtout en matière de développement, à prendre en compte les phases du projet et la contribution des acteurs. Parce que vous pouvez par exemple faire des tests chez vous et ne faire que la partie développement test unitaire chez le fournisseur. Enfin voilà, donc regardez plus globalement les différents efforts chez l'un et chez l'autre. Et il va y avoir un certain nombre de clauses contractuelles, clauses de révision de prix, de gains de productivité annuel ou autre. Donc tout ça va être implémenté très facilement dans Estimancy. Donc Estimancy va permettre d'implémenter votre catalogue d'unités d'œuvre. Estimancy propose un catalogue d'unités d'œuvre prêt à l'emploi. Ce catalogue est aligné sur les points de fonction. On dit les candidats doivent juste renseigner un tarif. Dans la phase d'appel d'offres, on leur dit, ben voilà, voilà notre catalogue de composants, donnez-nous vos prix. Et c'est aligné sur des points de fonction. Donc on sait ensuite faire des choses. Dans le cas de leur réponse à l'appel d'offres, les candidats soumettent leurs tarifs sur les unités d'œuvre et TJM des acteurs. Et donc le service achat va pouvoir dérouler des scénarios de chiffrage pour comparer les différentes réponses à l'appel d'offres. Parce que c'est pas tout d'avoir un prix par composant, il faut regarder faire des simulations sur ce centre-là, eh bien, j'ai tel volume de demande, sur tel type d'application, etc. Combien ça m'aurait coûté cette année avec ce fournisseur, combien ça m'aurait coûté avec celui-ci. Okay. L'analyse composant par composant n'est pas suffisante puisqu'on ne prend pas l'effet réel de volume de l'imprimé. Donc, tout ça dans Estimancy, ça va permettre de mieux contrôler et superviser les budgets, puisqu'on a la dimension budgétaire dans Estimancy. On va avoir quelque chose qui est centralisé, et on va pouvoir faire des analyses, contrairement à une approche consistant à faire des devis sous Excel, où vous allez avoir des centaines de fichiers, jamais dans la bonne version, jamais dans la bonne formule de prix, etc. Là, vous avez quelque chose de centralisé qui permet vraiment d'en extraire tout ce qui est capacité d'analyse. Et donc de produire des indicateurs de performance qui pourront être enfin en tout cas certains définis dans la phase de définition stratégique de la démarche. Ça va permettre de mettre en place tout un processus de chiffrage, des bonnes pratiques. C'est intégré avec votre gestion de demande-commande, où vous pouvez utiliser celle de Estimancy. Et enfin, on va pouvoir très simplement gérer les changements du contrat. C'est-à-dire qu'il y a une révision du contrat, il y a une nouvelle clause, etc. Eh bien, on met à jour Estimancy instantanément. Toutes les parties impactées seront à jour. Alors, c'est le cas de la SNCF. La SNCF a choisi Estimancy et le déploie sur les 10 DSI du groupe. Alors, c'est quasiment terminé d'avoir fini aujourd'hui. Et pour eux, l'économie de gestion associée a été évaluée à 2 millions d'euros par an. Okay. Et il y a d'autres gains plus intangibles, des avantages qu'apporte Estimancy, d'avoir un workflow de la demande, d'être sûr que les choses, tous les devis, la validation des devis suivent un circuit de validation prédéfini. Ils ont la traçabilité du chiffrage, c'est-à-dire qu'ils ont pour chaque demande le coût et puis le détail associé. Ils sont sûrs que le contrat est respecté parce que personne ne peut modifier le devis. Vous me donnez un fichier Excel même protégé, je vous l'ouvre, je le déprotège en quelques secondes. Il suffit de poser la question à Google, on vous explique très facilement comment ça se fait. Ça permet de mieux maîtriser les sous-traitants, ça permet de capitaliser, ça permet d'améliorer les contrats parce que on peut s'apercevoir au bout d'un moment que le composant donné n'est jamais utilisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être intérêt à le retirer ou de le repenser. Voilà. On peut faire des choses comme ça.
La plateforme Estimancy, donc c'est une plateforme open source, full web, accessible en mode SaaS ou on-premise, c'est-à-dire que chez vous, si vous avez des contraintes de sécurité, vous pouvez parfaitement l'installer chez vous. Mais c'est vrai que le mode SaaS présente l'intérêt d'avoir une réactivité de notre part, une correction d'anomalie ou une intervention à faire qui est quasiment immédiate. Si c'est chez vous, c'est plus compliqué. Donc au début, SNCF était en mode on-premise, ils sont venus en mode SaaS. On a toutes les sécurités qui permettent de le faire. Maintenant, si ce n'est pas possible pour une organisation, il n'y a pas de souci. Donc la plateforme est gratuite. Si vous la souhaitez, on vous l'offre. Nous vendons des services d'assistance, de formation, d'installation, de paramétrage autour de ça. Mesurer la demande. Alors, ce qui est intéressant également dans la plateforme, c'est que en fait, les demandes que vous recevez peuvent être des documents de nature différente. Et ce qui est important, c'est de savoir si des specs qui feraient, mettons, 40 pages, savoir où se trouve tel écran ou tel composant, entrée, sortie, que sais-je, pourrait faciliter le contrôle. Donc pour ça, on propose un mécanisme notamment compatible avec PDF, Word, Excel, etc., qui permet de reprendre les exigences et de faire le travail de chiffrage, enfin d'identification des composants directement dans Word. Et de manière très très simple, on va le voir dans un instant, et ensuite d'aller alimenter la plateforme Estimancy. Donc ça permet d'aller très vite, d'une part, pour le fournisseur, mais en plus d'avoir la traçabilité. On verra l'interface et tout un ensemble de choses. Rapidement, avant de passer à la démo, le déploiement d'Estimancy, il faut compter 1 à 4 semaines. On déploie une vingtaine de jours généralement. On regarde votre modèle, hein, on fait l'implémentation, on fait la transition, l'amélioration. Bon, sachez aussi que Estimancy propose des fonctionnalités d'IA, traitement automatique du langage, machine learning. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez accumulé des demandes exprimées en langage naturel qui ont été chiffrées en identifiant les entrées et les sorties, donc le prix associé, tout ça permet de construire quelque chose, un modèle intelligent automatique basé sur les techniques d'IA. J'en dis pas plus, ça pourra faire l'occasion d'une démonstration à un autre moment si vous le souhaitez. Alors la démo, je vais prendre mon navigateur préféré, qui est celui-ci. Je vais montrer un exemple avec Word. Je vais prendre un exemple, on va dire qu'on reçoit une demande, qui est celle-là, de spec général, sur une application GAM, gestion des abonnés. Et puis on me transmet une nouvelle demande. Donc je suis le fournisseur, hein. C'est-à-dire que vous êtes le client, vous m'avez envoyé ça, je suis le fournisseur. Bien, dans Word, j'ai un menu qui s'appelle Estimancy, que je vais initialiser avec le modèle de composant que je veux utiliser. En l'occurrence, je vais utiliser celui-ci, les points de fonction. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, ça programme les touches de fonction dans Word. Vous voyez, là, la touche F12, c'est pour signifier que c'est un groupe d'exigences, un chapitre, si vous voulez. EI, c'est une entrée, donc si je veux définir, je veux marquer que c'est une entrée, j'ai appuyé sur F1, une sortie F2, une interrogation Q, F3. Alors, je peux les appeler comme je veux, évidemment. Hein. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais montrer celui-ci. Par exemple, celui-là. Voilà, là, je l'ai programmé différemment. J'ai maintenant des UO, IHM, traitement, impression, une complexité et des opérations. Donc, je programme cette interface de manière très différente. Et après, je vais vous montrer maintenant comment on l'utilise. Donc, function point. OK. Eh bien, en fait, il s'agit simplement de dire, voilà, ça c'est un groupe d'exigences, un chapitre, je vais appuyer sur F12. Et vous voyez, ça a ajouté un petit commentaire coupe. Là, l'écran d'accueil, je sélectionne le texte, je dis que c'est une entrée. Donc F1. Et en lisant le texte, je m'aperçois qu'il y a une complexité complexe. Donc F9. Vous voyez, ici F9. F9. Vous voyez, donc UO, EI, donc entrée, complexe. Un traitement de recherche, c'est une Q, mettons, F2, et puis elle est complexe également. La pression, c'est plutôt une requête, un EQ, F3, moyennement complexe. OK.
Et voilà, je me promets dans mon document, je dis ce que je vois, encore un nouveau chapitre. Voilà. Interface comptable, on va dire c'est une F2 et puis F9. Donc, j'ai fait tout ça. Lorsque j'ai terminé, donc je pourrais avoir... c'est pas grave. Ah ouais, si j'aurais dû effacer ça. Bon, ça ne doit pas être très très grave. Lorsque j'ai terminé Estimate, en fait, je demande à l'interface là de m'exporter ça pour Estimancy, de préparer pour que ce soit utilisable dans Estimancy. Ok. Maintenant, je vais venir dans Estimancy, démo. Alors, je suis administrateur, donc j'ai droit à tout plein de choses, notamment à avoir toutes les organisations que j'ai en gestion. Une organisation, c'est par exemple un espace pour un sous-traitant. Donc, c'est des espaces étanches, hein, ce qui se passe dans une organisation n'est pas visible, mis à part, enfin, et oui, ne peut pas partir dans une autre organisation, comme des bases de données. Donc, j'allais voir dans cet espace de démo, et j'ai ici toutes mes devis, hein, mes chiffrages en cours. Alors, j'ai un numéro de devis, j'ai une version, j'ai la date, j'ai la description, j'ai l'état. Alors ça, l'état se définit de manière très simple, hein, c'est le workflow de validation, qui en est l'auteur, et puis un certain nombre d'informations qui sont remontées sur l'effort, le délai et autre chose. Alors là, je vais créer une estimation à partir d'un modèle qui est, je peux définir autant de modèles que je veux. Là, on est sur un contrat de sous-traitance en point de fonction. Donc, je vais l'appeler A1. Dire que c'est l'application des comptas et que blablabla. Sauvegarder. Je ne me pose pas de questions, il y a plein d'autres paramètres si je souhaite. Et là, j'ai quelque chose qui est très simple, parce qu'en fait, j'ai un contrat qui est établi point de fonction prix. En gros, j'ai un prix par point de fonction. Donc, je n'ai juste à saisir les composants, mais là, en fait, c'est des définis dans Word, donc je vais les récupérer du fichier que j'ai généré il y a quelques minutes, qui est en fait, j'avais le document Webinar Sourcing, ça m'a créé un fichier Excel, on est bien le 8.11 à 10h20, c'est celui-ci, ouvrir, et je vais importer. Alors, il va peut-être avoir un petit message d'erreur, mais c'est pas très grave, parce que j'avais tous les autres composants qui n'étaient pas initialisés derrière. Je suis parti d'une version qui était déjà annotée. Bon, voilà, donc je retrouve les fonctions avancées. Oui, en fait, c'est surtout cette là qui est fonction utilisateur. Donc l'écran d'accueil, vous vous souvenez. J'avais un EI, un O, un EQ, complexe, moyen. Si je regarde l'écran d'accueil, je vais retrouver tout le texte que j'ai sélectionné. Hein, l'écran d'accueil permet la saisie, blablabla. Et donc, j'ai la traçabilité. Je sais que ce composant-là, qui est une entrée complexe, eh bien, c'est dans tel document, hein, à la page 2, que c'est Patrick Hamon qui a fait ce chiffrage. Donc, j'ai vraiment la capacité à vérifier le chiffrage proposé par le fournisseur. Quand je suis satisfait, donc je vais éventuellement contrôler les choses, je vais faire un calculé et il va me appliquer le tarif. Et donc à la fin, je vais avoir, voilà, j'ai 2700 points de fonction, ce qui fait 41 000 euros. Ok. Alors, on peut, si on souhaite, dire, ben non, je peux laisser, notamment en phase de lancement, ou alors sur certains types de composants, la possibilité qu'ils soient modifiés, que la taille soit modifiée. C'est-à-dire qu'une entrée, c'est plus tant de points de fonction, mais c'est peut-être un peu moins. Donc, il modifie manuellement. Vous voyez. Donc, si je fais ça, il a le droit de le faire. On lui a laissé le droit, mais on pourrait l'interdire. Mais par contre, ça fait une alerte. Okay. C'est-à-dire que s'il modifie, s'il sort du cadre contractuel sans justification, on est tout de suite informé. Donc, on peut l'interdire, on peut le faire. Hein, c'est juste des choix. Donc, voilà un exemple de choses. Donc, je suis parti d'afficher de la demande, qui peut être dans un document PDF, Word, par exemple. J'ai le fournisseur à noter ma demande et puis à identifier les composants. Ensuite, on apporte la demande dans Estimancy pour directement obtenir le prix. Alors, c'est un exemple très simple. Hein, donc, ici, je vais prendre un autre exemple. Alors là, je vais aller dans un autre espace, un espace de formation
qu'on a fait pour la SNCF. Alors là, vous voyez, j'ai tous mes devis. Si je prends un devis ici, par exemple celui-ci, on a tout un ensemble de choses. Là, on est plutôt, et on va voir les composants qu'on manipule dans le devis. Voilà, on a des composants fonctionnels, bon là il n'y en a pas, on a des composants de service, il n'y en a pas, et puis là il y a des services. Donc là, il y a un service d'assistance recette, d'audit, bureau projet, etc. Et je pourrais ajouter ici, ajouter un composant fonctionnel en l'occurrence, fonctionnel, je sais pas, une IHM de saisie, dire que c'est l'écran d'accueil, accéder dans le groupe, voilà. Donc je peux organiser les choses un peu comme je le veux. Et là, si je calcule, ça va me faire mon calcul de prix. Okay, donc voilà, un exemple de choses que l'on peut faire. On peut travailler directement dans la plateforme, rajouter des composants. On peut travailler dans Word. Donc la SNCF travaille dans les deux modes, un peu plus directement en ligne, en l'occurrence. Je peux après ventiler les coûts s'il y a du service de développement. Là, il n'y en a pas en l'occurrence, donc facile, mais bon, peu importe. Et la demande, ensuite, je peux l'envoyer pour, par exemple, en relecture. Donc, si c'est moi qui ai fait le devis, hein, je demande à mon chef ou à mon responsable donc de voir refaire la relecture. Et si je regarde ici, j'ai l'historique, hein, donc je peux éventuellement calculer les SLA du temps nécessaire au traitement d'une demande. Vous voyez. Après, quand on a été dans le truc, je peux la mettre à valider. C'est-à-dire que là, si je le prends ici, c'est à valider. Alors, en fait, si je suis fournisseur, ça disparaîtra. Et ça apparaîtra chez mon client, qui saura qui doit accepter ou pas le devis, qui pourra me le renvoyer, dire non, non, qui pourra le rejeter ou l'abandonner. Okay, donc on peut le workflow peut être totalement défini. Alors comme je suis administrateur, je vois tout, mais selon les profils, on peut être autorisé à voir que ce qui nous concerne ou selon des statuts de workflow. Donc tout ça, c'est du paramétrage relativement simple. Je le dis, en quelques semaines, on déploie une grosse organisation. Voilà, on est bientôt à la fin de notre heure. J'espère que ça, j'ai été clair. Merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, il est temps de le faire. N'hésitez pas. Donc, vous l'avez compris, quoi qu'il en soit, donc nous, on est des spécialistes de ces aspects-là. On peut vous aider dans votre réflexion, dans la construction du catalogue, dans le paramétrage, dans les tests. On est certifié sur ces sujets-là, dans les plus hauts niveaux de certification qu'on peut avoir. Donc voilà, on sera heureux de collaborer à vos réflexions. Je vous souhaite une bonne continuation, puis à très bientôt, j'espère.